bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce débat citoyen consacré à la campagne de vaccination désormais étendue aux personnes âgées de plus de 75 ans. Une campagne, il faut bien le dire, sous le feu des critiques entre la saturation des centres de vaccination, la pénurie des vaccins auxquels il faut ajouter l'incertitude liée à l'émergence de nouveaux variants, sans oublier le débat sur l'efficacité des masques ou la question concernant la vaccination des enfants. Bref, on est loin du consensus, même s'il faut quand même préciser que la défiance des Français sur la vaccination est en train de régresser. On va parler de tout cela avec les invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Benoît Elbod. Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Également sur ce plateau, le professeur Antoine Parienté, vous êtes le responsable du centre de pharmacovigilance médicale du CHU de Bordeaux. Philippe Buisson, maire de Libourne et président de l'agglomération. Enfin, le docteur Jacques Reynaud, vous êtes conseiller départemental chargé de la mission Covid en Gironde. Merci à tous les quatre. Alors, avant d'évoquer cette campagne de vaccination, un mot sur la situation sanitaire en Nouvelle-Aquitaine. Benoît Elbonne, quand on regarde le taux d'incidence, c'est celui qui permet de déterminer le nombre de personnes contaminées. On voit qu'il est bien en dessus des seuils d'alerte dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Et au fond, est-ce que le couvre-feu qu'on a avancé à 18h commence à produire des effets ? Alors, bien sûr qu'il faut s'en inquiéter parce qu'on a un taux d'incidence qui maintenant augmente énormément. On était sur un plateau, il restait élevé mais il n'augmentait pas. Et là, on a vraiment une augmentation en pic dans tous les départements. Alors, tous ne partent pas du même niveau. Donc, évidemment, il fallait s'en inquiéter. Et le couvre-feu, alors il est trop tôt pour avoir les conséquences du couvre-feu. Dans les départements qui ont appliqué un couvre-feu depuis le 2 janvier, on voit que ça a permis de stopper la progression sans pour autant, encore aujourd'hui, faire régresser ce taux d'incidence. Il y a quand même des disparités importantes selon les départements. On pourrait citer les Deux-Sèvres, où là, on a un taux d'incidence qui explose. Il faut rappeler que le taux d'incidence, c'est un seuil. Donc, c'est 50, je crois, le seuil qui est toléré. C'est un ratio par rapport à 100 000 habitants. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on atteint plus de 200 dans les Deux-Sèvres. Et c'est un peu lié, on voit aussi dans toute la région Pays de la Loire, qui est aussi à côté des Deux-Sèvres. Et on voit que là-bas, il y a vraiment une incidence de l'épidémie qui est inquiétante. Ouais. Un mot sur cette question de l'incidence qui augmente, professeur Parienté ? Je l'observe comme tout le monde. Ouais. C'est évident, c'est une dynamique nationale. Ça a l'air d'être un petit peu moins fort, l'augmentation actuelle, en proportion, en tout cas dans l'Est, qui partait de très 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 haut. En revanche, c'est sûr que tout ce que dit M. Elbod est absolument vrai et c'est un point d'attention très important. Donc toutes les mesures qui peuvent limiter les déplacements, comme le couvre-feu à 18h, qui a été quand même parfois discuté, y compris par les élus, Philippe Buisson, on ne peut pas le contester, en l'occurrence, quand on regarde les chiffres. Non, moi je crois qu'il faut de la discipline. Et donc, je fais partie de ces élus qui n'ont jamais contesté les décisions qui ont été prises par les responsables au plus haut niveau ou déclinées localement par Madame la préfète et Monsieur le directeur de l'ARS, parce que il faut de la discipline. Et je ne suis pas un sachant. Un élu, c'est un soutien de la République. Et donc, il faut commencer par faire ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire faire respecter les décisions qui sont prises par ceux qui savent. Et donc, c'est ce contrat de confiance que j'entends en tant que maire essayer de renforcer. Le lien entre le local et la décision par ceux qui, en principe, savent et en tout cas nous gouvernent. Alors, docteur Reynaud, vous êtes conseiller départemental et vous êtes en charge de la mission Covid en Gironde. Alors, on reviendra justement sur cette revendication. Je disais la colère des élus, mais en tous les cas, cette revendication des élus par rapport aux décisions du gouvernement sur la mise en place stratégique de la vaccination. On n'en est pas là, mais là, sur cette question justement de l'incidence, vous dites, on a vu qu'on a contesté souvent les mesures un peu drastiques de contraintes. Le département, quelle est sa position là-dessus ? Non, le département, depuis le début de l'épidémie, à la RS, ils peuvent en témoigner, nous avons toujours été un partenaire fiable, et un acteur surtout, depuis tout à fait le début, depuis le premier confinement. Mais là, on pouvait bien s'attendre, hélas, avec les pays autour de nous, qui nous entourent, les pays européens, qu'on savait bien que l'épidémie allait reprendre malheureusement de la vigueur chez nous aussi. Et surtout, on peut supposer que le variant, notamment le variant britannique, a commencé à circuler malheureusement. On va revenir sur les variants. Mais je pense que ça a un rôle sur l'importance de la reprise épidémique, il me semble. Déjà ? Oui, je le crois. Enfin, moi, personnellement, je le crois. Bon. On posera la question tout à l'heure, parce qu'on va venir sur cette question justement des variants qui interpelle beaucoup. Mais ce qui nous occupe, c'est au fond la campagne de vaccination qui a été mise en place et qui est destinée aujourd'hui aux personnes âgées de plus de 75 ans. Donc un certain nombre de centres ont été mis en place justement avec la collaboration des communes. Regardez ce reportage à Bayonne et Biarritz où un centre a été ouvert. Ce reportage est signé Perrine Durando.
Difficile d'obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid quand on a plus de 75 ans. Tous les créneaux sont complets pour le moment. Ce matin, le centre de vaccination de Bayonne a ouvert, à Glun, à la maison des associations. Gracie, 83 ans, fait partie des premières piquées. C'est ma fille qui a pris rendez-vous pour moi et comme elle est restée au téléphone presque toute la journée de vendredi, elle a fini par avoir un rendez-vous. Pour l'instant, à Bayonne, 2400 vaccins seront administrés chaque mois. Médecins et élus souhaitent aller plus loin. Actuellement, il y en a 600 par semaine. Et donc, on limite les rendez-vous que l'on donne à ces 600 doses par semaine. On a la capacité d'en faire beaucoup plus avec la structure. Les gens veulent se faire vacciner, ça c'est la vraie bonne nouvelle, puisque nous sommes bien au-delà des chiffres qui avaient pu être imaginés au début de cette vaccination. Et donc, de fait, en fonction de l'évolution de la dotation des doses, nous serons en capacité ici de monter en puissance. À Biarritz, la municipalité n'a pas voulu se contenter des centres pointés par les services de l'État, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz en l'occurrence. Le maire s'est mobilisé personnellement pour obtenir un centre dans le casino municipal. Il a fallu qu'on se batte pour avoir l'autorisation de monsieur le préfet de pouvoir ouvrir un centre de vaccination parce que l'État avait prévu un nombre de centres de vaccination beaucoup plus faible. Or, on s'aperçoit, bien sûr, pas qu'à Biarritz, mais à Biarritz en particulier, qu'on a beaucoup de personnes âgées. 40 personnes par jour pourront ici être vaccinées et Nicole est contente parce que... Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas vu mes petits-enfants, donc c'est une opportunité pour justement pouvoir me déplacer. Une petite lueur d'espoir dans ce parcours du combattant. Alors Benoît Elbonne, on voit que ce sujet était assez illustratif au fond des difficultés qui sont rencontrées dans cette campagne de vaccination. Avant d'en parler ensemble, est-ce qu'on sait le nombre de personnes qui ont été vaccinées en Nouvelle-Aquitaine à ce jour ? Alors à ce jour en Nouvelle-Aquitaine, ça évolue. Alors à ce jour non, je peux vous dire depuis la veille. Et donc on était à plus on a eu 12 000 personnes qui sont vaccinées hier. 12 000 personnes. On avait été Avant, c'était le nombre qu'on avait par semaine. Et aujourd'hui, on passe à 12 000 par jour. Donc aujourd'hui, on est à près de plus de 50 000 personnes vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination. Donc ça vaccine vraiment beaucoup. Alors, ça vaccine, mais on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'inertie, si j'ose dire, dans la machine. Alors, les élus, au fond, sont montés au créneau, ont demandé d'être un peu des partenaires. Vous disiez, on est derrière le gouvernement, mais vous n'êtes peut-être pas forcément des partenaires comme vous l'auriez souhaité. Et justement, il y a beaucoup de reproches sur justement la logistique mise en place sur ces centres. Il en manque, ils sont sous-dimensionnés, on entend, l'État a sous-dimensionné justement le nombre de ces centres. Moi, j'ai commencé mon propos en disant il faut qu'on soit vigilant à faire respecter ce que les sachants nous disent de faire. Mais il faut que chacun soit dans son rôle. Et je ne veux pas avoir la critique facile, parce que, je le dis, gérer cette crise, c'est une grande difficulté, et donc je ne sais pas qui aurait mieux fait. En tout cas, on n'est pas super performant, et il faut que l'État apprenne de ses erreurs. Première chose, c'est, depuis le début de la pandémie, il y a eu des erreurs. Sur les masques, il y a eu des erreurs sur la gestion des centres de dépistage. Et au moment de la vaccination, les élus considèrent que l'État n'a pas appris de ces erreurs depuis mars 2020. Petit 1. Deuxièmement, comme dans chaque crise importante, pour bien la gérer, il faut un commandement en qui on ait confiance. Et le rapport de confiance, il est fragile. Il faut une communication lisible, fluide. On ne peut pas le dire pour l'instant que ce soit complètement le cas de ceux qui nous gouvernent. Il faut gérer la logistique, il faut des troupes. Et les troupes, ça peut être les élus. C'est ce que nous disons. Nous disons à l'État... Alors, notamment... vous avez proposé de mettre en place un centre de vaccination. Oui, vous avez un centre de dépistage. Mais ça a été... je me retrouve complètement dans ce que disait ma collègue de Bayonne. C'est-à-dire qu'il a fallu plaider, un peu râler, utiliser même un peu la pression médiatique pour obtenir l'ouverture d'un centre. Et puis, désormais, sans que ce soit d'ailleurs la faute de quiconque localement. Et on sait bien que Pfizer nous a annoncé ce week-end une mauvaise nouvelle avec une baisse de la production et donc une raréfaction des vaccins sur le terrain. Tout ça,
peut-être compris, mais les relations entre l'État et les élus locaux ne sont pas fluides. Et dans un moment de crise, on a besoin de faire ce môle républicain. Jacques Reynaud, l'État n'a pas appris de ses erreurs, ce que dit Philippe Buisson. Vous êtes d'accord avec cette interprétation? Oui, je partage en grande partie ce que dit Philippe, mais je pense qu'il faut... au niveau du département, notre doctrine est claire. La stratégie vaccinale, en effet, c'est l'État. Donc nous nous inscrivons comme acteurs, comme les maires, comme les présidents de PCI, dans cette stratégie vaccinale. Et on verra à terme, finalement, on sera amené à regarder quel est le résultat. Nous, ce que nous pensons, c'est que nous avons été réactifs. Je parle des élus départementaux et du département avec le président Anglaise. Nous avons mis à disposition toute une logistique, tous les moyens, toutes les ressources, qu'elles soient humaines, médecins, infirmiers, le centre, la maison départementale de la santé, les MDS, et puis y compris la flotte de véhicules qui peut distribuer sur toute la Gironde dans les zones les plus compliquées à toucher le vaccin, même si en effet la logistique est difficile par rapport à la conservation, mais on peut s'organiser de telle façon que les gens soient rapidement vaccinés. Mais alors, il y a des centres, mais finalement, il y a difficulté pour prendre des rendez-vous. Oui, il n'y a pas les doses forcément en face. Le questionnement, le questionnement, il est là, c'est-à-dire que... alors, même si on ne veut pas parler de la stratégie, on peut quand même se questionner sur le fait qu'en effet, je prends un exemple sur mon territoire, Bagatelle a ouvert hier la première session de vaccination. Le soir, c'était déjà saturé, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui appellent sont amenés à être vaccinés dans un mois. Donc, c'est quelque part, ça nous interroge par rapport à la vitesse de propagation du virus. On est dans une course de vitesse, on est dans le contre-la-montre, et là, malheureusement, on a l'impression qu'on est en retard et qu'on prend du retard. Bon, après, moi, je pense aussi qu'on ne peut pas... Est-ce que c'est un retard dont il faut donner la responsabilité entière à l'État français? Le retard, il faut d'abord interpréter les causes du retard. Moi, il me semble que le retard le plus évident, c'est le manque de doses. Ça me semble évident. Où sont les doses? Voilà, clairement, moi je dis... prenons l'exemple de l'Angleterre et prenons l'exemple de la France. On est réputé avoir eu autant de vaccins que les Anglais. Où sont-ils? Moi, je pose la question... Oui, je pose la question. Les élus posent cette question. Vous avez bien dit les choses. Le problème, il est le nombre de doses. En fait, c'est assez simple. Pour une vaccination, il faut des gens qui veulent se faire vacciner, une logistique organisée par l'État avec les élus qui vaccinent et des vaccins. Aujourd'hui, on n'a plus de problème, et heureusement, sur les gens qui veulent se faire vacciner. Vous l'avez dit en début d'émission, maintenant, les gens ont vraiment une appétence pour aller se faire vacciner. Et donc, sur 5 millions en France de personnes de plus de 75 ans, 700 000 à peu près dans la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, tout le monde est prêt à se faire vacciner. Sur la logistique, il n'y a pas de problème de logistique. D'ailleurs, même, on a une suroffre logistique. Vous l'avez dit, tous les élus, et là je tiens à le saluer, tous les élus, toutes les collectivités nous ont dit on est prêt à vous donner tous les moyens qu'il faut. C'est les doses qui manquent. Et donc, en fait, ce qui manque, c'est les doses. Quand un centre de vaccination dit je ne prends plus de rendez-vous, c'est pas qu'il manque de logistique pour donner des rendez-vous. C'est qu'il n'a pas assez de doses pour fixer des rendez-vous. Parce que comme il y a une deuxième dose à faire, si on vide tous les stocks tout de suite et qu'on n'en garde pas pour la deuxième dose, eh bien demain, on ne peut plus faire la deuxième dose et il faut recommencer le circuit de la vaccination. Donc aujourd'hui, le problème, il est le manque de doses. Vous l'avez dit, Pfizer nous a fait un petit cadeau ce week-end en diminuant le nombre de doses. C'est de l'ordre de plus de 5000 doses de la en région qu'on devait recevoir et qu'on n'a pas pu recevoir cette semaine. Donc aujourd'hui, le problème, il est dans le manque de doses. L'État a complètement vidé l'ensemble de ses stocks pour les donner en région. Donc moi, j'avais, par exemple, pour être très transparent, 10 000 doses stockées dans la région Nouvelle-Aquitaine pour les 2 prochaines semaines. Donc ça fait 100 000 doses, excusez-moi, 100 000 doses. 100 000 doses pour les 2 prochaines semaines. Ça fait 50 000 doses par semaine. Ça fait 10 000 vaccinations par jour. Et hier, nous étions à 12 000. Donc on consomme plus que nos stocks. Et comme on va être alimenté pendant le mois de février de 50 000 doses, si on continue ce rythme, on va être en rupture de stock. Donc le problème n'est pas la logistique. Le problème, c'est le nombre de doses. Et s'il reste encore des stocks au niveau national, c'est pour ce qu'on appelle, pardonnez-moi le jargon, le fameux flux A, c'est-à-dire qu'on a, et c'est très bien, réservé des doses pour les EHPAD. Et dans les EHPAD, ça met un peu plus de temps à vacciner, vous le savez bien, parce que dans les EHPAD, il faut prendre le temps d'avoir le consentement des résidents, de demander à leur famille, des fois il y a des tutelles, et on a absolument gardé ces doses. C'est 1 million de personnes en EHPAD en France,
un tiers des morts. Donc il était important de réserver des doses pour les EHPAD. Et toutes les EHPAD de la région seront vaccinées d'ici le mois de janvier et la première semaine de février, grâce aux doses qui ont été gardées pour organiser cette vaccination. D'accord. Donc, professeur Parienté, on entend bien que c'est le problème d'acheminement des doses, alors qui est un problème européen, au-delà évidemment de la question française. Mais sur cette question justement du vaccin, on a ici nous Sanofi qui n'a rien produit, dont on n'entend pas parler d'ailleurs. Pourquoi sont-ils muets, Sanofi, docteur Parienté? Ils ne sont pas totalement muets, déjà. Effectivement, on a entendu parler d'eux surtout pour dire que malheureusement, ils avaient pris du retard dans les options. Parce que là, vraiment se pose la question. Voilà. On est dans une situation de pénurie. On a un laboratoire comme Sanofi qui ne produit pas de vaccin. Et donc effectivement, leur voie de recherche à eux a pris du retard. Du coup, leur propre vaccin ne sera pas là avant longtemps. En tout cas, pas avant la fin de l'année, d'après ce que j'ai compris. Et dans ce que j'ai pu lire, mais c'est vraiment lire, je ne travaille pas chez Sanofi du tout, je n'ai pas de contact interne avec ce laboratoire ni avec aucun d'autre. Il y a eu une proposition de mise à disposition des moyens du laboratoire pour produire le vaccin pour d'autres laboratoires. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il en est. C'est quelque chose que j'ai lu comme ça. Je ne sais pas s'il y a des négociations en cours, c'est une possibilité, pourquoi pas. Il n'y a pas d'informations là-dessus, M. Elbaud? À mon niveau, je n'ai pas d'informations là-dessus. Alors, il y a un vaccin basé sur l'ARN messager qui devrait être autorisé au mois de janvier. On attend la Commission européenne là-dessus. Moderna, ouais. Où est-ce qu'on en est? Le Moderna, ça a commencé. Les premières doses de Moderna qui ont été commandées par l'Europe et redistribuées à la France sont arrivées. Elles ont été livrées en priorité dans les régions qui avaient un taux d'incidence et une circulation du virus beaucoup plus active. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, nous aurons les premières doses de Moderna, sûrement début février. D'accord. On a un peu d'espoir. Pardon. Excusez-moi, on a un peu d'espoir avec l'arrivée d'AstraZeneca, oui. Avec le vaccin AstraZeneca qui effectivement sera beaucoup plus facile en termes de logistique et donc plus facile à distribuer, y compris au niveau des médecins généralistes. Je prends ma deuxième casquette. Les médecins généralistes, il y en a 55 000 en France. Donc, s'ils sont sollicités pour la vaccination, comme ils le sont pour la vaccination contre la grippe, en effet, ça pourrait aller beaucoup plus vite en termes de... Vous avez raison. Sur la grippe, on a fait 1 million de vaccinations en un jour, oui, grâce aux médecins traitants. Donc la solution, elle est d'avoir enfin des vaccins qu'on peut utiliser en ville. Le Moderna est déjà plus facile parce qu'il se conserve 30 jours entre 2 et 8 degrés. Mais malheureusement, le Moderna, c'est des fioles de 10 doses. C'est-à-dire que là aussi, pour s'organiser, une fois qu'on ouvre la fiole, on a 4 à 5 heures pour utiliser les 10 doses. Et donc l'organisation en ville n'est pas toujours simple. Mais c'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est dès qu'on aura les vaccins qui permettront des vaccinations de grande ampleur comme la grippe. Alors, vous parliez de la défiance des Français à la vaccination. Elle est certes en train de régresser, même si on n'est pas à des taux d'adhésion que l'on souhaiterait. Mais on a pu aussi constater que le personnel médical n'était pas forcément très pressé de se faire vacciner. Alors, parfois, des médecins ont montré l'exemple, mais où est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il y a plus de gens, de médecins, d'infirmiers qui se vaccinent? Parce que les taux étaient assez bas encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas la réponse pour toutes les structures de soins, évidemment. Ce que je sais, c'est qu'à l'hôpital, par exemple, où au tout début, la priorité a été donnée essentiellement aux soignants qui avaient plus d'un certain âge ou qui présentaient un terrain à risque. Les autres, ceux qui étaient plus jeunes, étaient très fâchés d'être trop jeunes. Donc il y a à la fois, effectivement, une réticence, comme dans toute la population, mais il y a à la fois une vraie appétence. Faut aussi le rappeler. Et franchement, il y a toujours des gens le soir pour aller voir au centre de vaccination si par hasard, il n'y a pas un flacon encore ouvert et qu'on pourrait terminer. À Libourne, Philippe Buisson, le centre que vous avez proposé n'est pas encore effectif. Si, il est effectif, il fonctionne depuis hier et nous avons, exactement comme à Bayonne, pris 600 rendez-vous par semaine c'est-à-dire 100 rendez-vous par jour sur 6 jours pour les 4 semaines qui viennent. Donc le tout, on croise les doigts, monsieur le directeur, pour que nous ayons les doses. Et c'est vrai qu'il y a une vraie appétence et c'est vrai qu'il y a du monde qui vient dans ces centres de vaccination, ne serait-ce que pour avoir de l'info, parce qu'il y a une vraie frustration de ne pas pouvoir prendre un rendez-vous par les plateformes numériques ou par les plateformes téléphoniques. Mais pour revenir au sujet de l'information, et oui, il y a de plus en plus de monde qui veut se faire vacciner, c'est une bonne chose. Mais il y a toujours beaucoup de désinformation. Et ça, là, nous sommes sur un plateau du service public. Moi, quand hier encore, des Libournais me disaient, j'ai oublié le nom de la première personne qui s'est fait vacciner, là, Morissette ou quelque chose comme ça, oui. Morissette, dont on annonçait sur tous les réseaux sociaux sa mort, et qui hier a reçu sa deuxième dose.
Bon, il faut que les journalistes, les médias, les responsables, à quelque niveau que nous soyons, nous donnions les bonnes informations. Il faut dépolluer cette campagne de vaccination, de fake news. Et puis, il ne faut pas en rajouter non plus. C'est là où je disais tout à l'heure, pour gagner les batailles, il faut beaucoup de choses, un commandant en chef, une relation de confiance, de la logistique, mais de la communication fluide. Quand hier, le docteur Fischer, responsable de la campagne de vaccination en France, ouvre un contre-feu sur la vaccination des enfants, par exemple, est-ce que c'est le moment de le faire au moment où on manque de vaccins, où on explique aux parents d'élèves que mettre leurs enfants à l'école, c'est pas dangereux. Mais hier, il y a ce monsieur qui sûrement c'est ce qu'il dit et a sa logique, mais ouvre un débat sur la vaccination des enfants dont on disait qu'ils étaient jusqu'à maintenant protégés. Alors, on va revenir sur cette vaccination, sur ce débat qui vient de souhait, mais puisque vous parliez de la défiance qui est en train de régresser, alors elle est liée justement à la crainte des effets secondaires. Justement, alors pour surveiller ces effets indésirables, il y a un centre de pharmacovigilance dont vous êtes le dirigeant, qui a ouvert en France, comme celui du CHU, du CHU de Bordeaux, que vous dirigez. Voyez ce reportage de Guillaume Dequet et de Quentin Trigaudet. Les appels reçus au centre de pharmacovigilance de Bordeaux ne concernent pas encore le vaccin du laboratoire Pfizer. Mais c'est ici que ces effets secondaires recensés dans toute la France seront collectés. Le fonctionnement de ce centre, c'est de pouvoir recevoir des questions et des observations de professionnels de santé par téléphone, par mail, par le portail de signalement du ministère, etc., d'en faire l'analyse et puis après de nourrir des bases nationales qui elles-mêmes vont nourrir des bases internationales. Les premiers patients français à qui l'on a injecté le vaccin l'ont été dimanche dans 2 établissements pour personnes âgées à Sevran et Dijon. Une campagne qui doit concerner 1 million de personnes d'ici fin février, des résidents d'EHPAD et du personnel de santé prioritairement. Le suivi à grande échelle de la vaccination permettra peut-être de détecter des effets indésirables qui auraient échappé à l'essai clinique du laboratoire, déjà riche de 20 000 patients. Ces essais cliniques ils sont déjà larges, ce qui permet de dire que si on doit découvrir des choses, normalement ce sera soit parce que c'est des effets graves potentiellement, mais surtout rares, et ça c'est vraiment déjà rassurant, soit c'est parce qu'ils vont survenir chez des gens qui n'étaient pas forcément inclus dans les essais cliniques, et pour le coup c'est la vaccination qui nous permettra de voir ça. Les effets secondaires se déclenchent la plupart du temps 24 à 48 heures après l'injection. 2 à 5 millions de personnes ont déjà été vaccinées dans le monde avec ce vaccin à la technique révolutionnaire. 8 réactions allergiques sévères seulement ont été enregistrées. Un second vaccin basé sur l'ARN messager devrait être autorisé par l'Union européenne dès janvier 2021. Alors Antoine Parienté, vous êtes le responsable de ce centre de pharmacovigilance. On voit bien que c'est surtout les effets à long terme que les Français craignaient. Alors vous dites qu'il faut 24 heures pour, au fond, voir s'il y a des effets secondaires. Mais il y a aussi ceux qui sont à long terme, qui étaient un peu la pierre angulaire, qui fait que les Français, naturellement, ne sont pas allés se faire vacciner. Vous pouvez les rassurer? Oui. Je peux les rassurer, mais je peux les rassurer comme pour tout vaccin. C'est vraiment ça qu'il faut regarder en premier lieu. D'abord, ce que je veux dire, c'est le tournage de ce reportage a été fait il y a une dizaine de jours, je pense, et ce qui explique qu'effectivement, à l'époque, il n'y avait pas énormément de déclarations d'effets indésirables. Il y en a beaucoup plus maintenant, et c'est tout à fait normal, puisque la campagne de vaccination a pris de l'ampleur. Alors, quand vous dites effets indésirables, qui sont des effets mineurs? Des effets tout à fait attendus. Pour l'essentiel, ça correspond exactement aux effets qui sont décrits dans les essais cliniques. Voilà, soit des douleurs au point d'injection, soit éventuellement des malaises après la vaccination. Mais pour le coup, c'est même pas tellement le vaccin, c'est la vaccination en elle-même qui est à l'origine du malaise. Soit c'est effectivement ce qu'on appelle des réactions de réactogénicité, c'est-à-dire le début de la réaction qu'on fait au vaccin et de la manière dont l'organisme réagit avec de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on peut avoir quand on a un virus ou une grippe, mais en beaucoup plus petit. Ça, c'est pour les effets qui sont rapportés pour l'essentiel. D'autre part, donc sur les effets à long terme, puisque vous m'interrogez là-dessus, et sur les interrogations qu'on peut avoir, ce qu'il faut vraiment rappeler, on s'interroge énormément sur les vaccins en France. C'est un des pays où on s'interroge le plus. C'est pas le pays où il y a eu le plus de controverses dessus, et à chaque fois, les controverses portent sur ces effets à long terme. C'est pas tellement sur des effets immédiats qu'on s'interroge, parce qu'ils sont visibles vite, identifiables rapidement, et puis on reconnaît très vite le rôle potentiel du vaccin. Ça a été sur des effets potentiels d'augmentation d'activité des maladies inflammatoires, ça a été sur d'autres types d'effets comme ça qui nécessitaient du temps pour se développer. À l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucune étude qui est venue confirmer véritablement ces craintes. Et c'est ce qui pousse d'ailleurs
les sociétés savantes qui sont en charge de ces malades avec des maladies chroniques, avec des maladies inflammatoires, à actuellement se positionner pour recommander la vaccination en disant oui, il y a un vrai bénéfice-risque tout à fait favorable aux patients à se faire vacciner, même avec ces terrains, et parce que effectivement, il n'y a rien de véritablement probant de démontrer. Cette défiance, elle est fondée aussi par le fait que ce vaccin, il a été rapidement mis sur le marché, qui a peut-être aussi créé une sorte de... Ça s'explique. Ça explique bien. Enfin, la mise sur le marché, il faut tout de même rappeler que Pfizer travaille sur l'ARN messager depuis déjà des décennies. Donc ils sont très en avance par rapport à notre labo. Et puis il faut savoir aussi que le vaccin, le virus, son génome a été en 6 jours, ça a été posé sur la table. Donc on a pu travailler tout de suite sur les vaccins, alors que parfois il faut beaucoup plus de temps. Mais enfin, ce que vous dites, c'est très important parce qu'il y a beaucoup, et ce que disait M. Buisson tout à l'heure, beaucoup de fake news, avec notamment l'ARN qui modifierait le génome, etc. Des choses comme ça ont été dites. Donc, en effet, la défiance, elle est née de ça. Et peu à peu, on en sort, en effet. Il faut quand même préciser que, on sait que le Covid, c'est difficile de s'en protéger. Malgré toutes les mesures barrières, on est tous masqués ici, on fait tous attention, il y a une discipline qui est faite, mais c'est difficile de s'en protéger. Et je veux rappeler quand même l'effet secondaire principal du Covid, qui est la mort. Donc, à un moment, je veux bien qu'il y a des effets secondaires peut-être à long terme du vaccin, mais ce vaccin, on sait qu'il protège des formes graves du Covid, dont on sait que l'effet secondaire à très court terme de la forme grave du Covid, c'est la mort. Donc, c'est vrai qu'il faut replacer aussi cette utilité du vaccin. C'est pas un dopant, c'est pas une pilule pour être plus en forme qu'on donne. C'est un vaccin qui protège d'une maladie qui tue à court terme. Plus de 60 000 morts du Covid. Plus de 60 000 morts du Covid déjà cette année. On va dépasser avec le Covid le nombre de morts liés au tabac qui est de l'ordre de 70 000 ou largement le nombre de morts de tués sur la route, etc. Donc oui, ok, il peut y avoir des effets, et encore ils ne sont pas démontrés, mais il y a quand même un effet secondaire direct de ne pas prendre le vaccin, c'est d'attraper le Covid et c'est pas facile de s'en protéger, il faut maintenir les gestes barrières, et bien sûr c'est la mort. Alors, il faut bien dire aussi de nouveaux variants qui apparaissent, le variant anglais, sud-africain. Donc, est-ce que c'est, au fond, des éléments qui peuvent à la fois remettre en cause la vaccination ? En tout cas, c'est peut-être aussi des éléments qui peuvent inquiéter, qui peuvent aussi retarder ou repousser, justement, les gens à aller se faire vacciner, considérant que peut-être ce vaccin ne sera pas opérant avec les formes variantes. Est-ce que c'est un élément dont vous pouvez aujourd'hui mesurer l'importance ? Aujourd'hui, ce que l'on sait des informations que l'on a, peut-être vous en aurez plus, mais aujourd'hui, on sait que le vaccin Pfizer est efficace contre le dit variant anglais. Mais j'aime pas parler de pays parce qu'en fait, on se rend compte qu'on l'a identifié en Angleterre, mais il peut circuler ailleurs. Pour l'instant, les études continuent sur les autres variants. Et évidemment, si un jour on voit qu'un des variants, qui en plus se transmet très beaucoup, parce que vous savez, le variant anglais est dit super contaminateur, c'est-à-dire qu'il a 50 à 60% de plus de pouvoir contaminant que la forme, entre guillemets, normale. Donc pour l'instant, on attend les études. C'est sûr que si à un moment une étude montrait qu'un variant était résistant au vaccin, ce serait inquiétant. Il faudrait déposer des nouveaux vaccins et faire attention à la manière de se protéger. C'est votre avis. Est-ce qu'il faut, justement, compte tenu de ces nouveaux éléments, renforcer encore, ou contraindre encore un peu plus ces déplacements ? Parce que là, on a parlé, évidemment, du couvre-feu à 18h. Là, on voit l'apparition de variants qui pourraient contraindre un peu plus. Est-ce qu'il faut attendre un peu ? Est-ce qu'il faut anticiper ? Parce que c'est un peu ça le problème. Parfois, on démarre un peu trop tard. Et c'est l'ajustement, parfois, qui fait la différence. Docteur Pariente, quel est votre avis là-dessus ? Je pense que c'est très compliqué. Moi, je comprends que les décisions soient prises avec vraiment mûre réflexion, parce qu'il y a le côté sanitaire viral, et puis il y a le reste du côté sanitaire. Il y a la santé mentale des étudiants, il y a l'isolement des gens, il y a l'activité économique qui est un autre volet à côté, et puis le stress forcé que doit faire porter le manque d'activité économique pour tout un tas de parties de la population. Donc c'est dur de voir les chiffres d'incidence qui montent et qui s'affolent comme ça fait forcément réfléchir. Après, quelles sont les décisions qui doivent être prises ? C'est vraiment des décisions très complexes. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'était urgent d'accélérer la campagne de vaccination. Ouais. Et c'est vrai que le choix qui a été fait, c'était de se dire, parce que c'était un vrai choix stratégique qui pose les problèmes aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on continue à ouvrir à la vaccination à un public qui est inférieur au nombre de doses que l'on a, avec donc des stocks de vaccins. Mais un vaccin stocké et potentiellement une vie sauvée en moins.
Donc le gouvernement a choisi de dire maintenant on va ouvrir la vaccination aux plus de 75 ans qui sont bien plus nombreux que le nombre de vaccins, ce qui va permettre de vider les stocks, ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'au vu de ces variants, c'était important d'aller vite et de vider les stocks de vaccins pour arriver le plus vite possible à des populations immunisées. Parce qu'il faut aussi faire attention à ce que quand des variants circulent dans des populations qui ont des vaccins mais sans encore avoir fait les anticorps, il peut y avoir des résistances qui se créent comme ça. Donc c'est important de vacciner le plus vite possible et c'est pour ça qu'on a choisi cette stratégie. Alors vous dites le plus vite possible, il y a des pays qui vaccinent plus vite que nous, Suelvoet. Alors, ils vaccinent plus vite que nous parce qu'il y avait une manière d'aller plus vite. C'était de faire des vaccinodromes en ouvrant à la population générale. Le choix que l'on a fait, nous, aujourd'hui, c'est d'ouvrir la vaccination aux personnes qui font des formes graves, notamment dans les EHPAD. Et aujourd'hui, quel pays a réussi à organiser une vaccination pour livrer jusqu'au lit du résident 10 000 EHPAD en France, plus de 1000 EHPAD en Nouvelle-Aquitaine. Là, on ne parle pas des 100 centres de vaccination ou de 1000 centres de vaccination en France. On parle de 10 000 EHPAD en France avec une logistique qui les a livrés toutes une par une et qui va les livrer toutes une par une. Et préserver ces gens-là, pour les préserver de la mortalité dans les EHPAD qui est la plus importante, eh bien c'est sûr, ça prend un peu plus de temps que d'ouvrir un centre, d'ouvrir les portes et de demander à tout le monde de venir, quel que soit l'âge et quelle que soit la pathologie. Je suis d'accord avec ce que dit le directeur. Et d'ailleurs, l'un des enjeux pour les jours et les semaines qui viennent, c'est qu'on arrive à vacciner ceux qui sont dépendants, mais pas en EHPAD. Dépendants à domicile. La personne qui vit chez elle, mais qui ne peut pas se déplacer sur un centre de vaccination. Et donc là, il vous appartient, vous, l'État, d'organiser très vite le cheminement de ces vaccins à domicile, ou bien, alors là encore, de faire confiance au conseil départemental, voire aux intercommunalités qui peuvent mettre à disposition des moyens. Mais enfin, une personne dépendante, je ne vois pas comment on l'extrait de chez elle pour l'amener dans un centre de vaccination. Il faut absolument qu'on réponde à cela, parce que les élus, vous voyez, ils ne remettent pas du tout en cause le choix qui a été fait de prioriser les personnes en EHPAD. Moi, je le dis clairement, je ne mets pas du tout en cause cela. À partir du moment où on dit, clairement, on ne les prend pas pour des cobayes. Ça n'a jamais été mon discours. Il faut qu'on sauve ces personnes-là, mais il faut aussi qu'on sauve celle qui est dépendante chez elle. Ouais. Et là, pour l'instant, on est dans l'absence de réponse. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet, docteur Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait tout à l'heure M. le directeur, c'est qu'en effet, au contraire, l'irruption des nouveaux variants doit nous inciter à vacciner encore plus et toujours plus. Parce que la propagation, il faut bien expliquer aux auditeurs, c'est que plus le virus se propage et plus il mute. C'est un principe. Donc évidemment, pour couper les barrières, évidemment que les gestes barrières sont fondamentaux, parce qu'avant que la vaccination n'ait un impact véritable, il faut vacciner entre 60 et 70% des personnes sur le territoire, donc ce qui est énorme. On a l'exemple d'Israël aujourd'hui qui a vacciné 22% de sa population et pourtant ils sont confinés. Parce qu'effectivement, ça n'a pas encore d'impact. Alors 22% de première dose, ça n'a pas encore d'impact sur l'épidémie. Donc il est évident que la vaccination, c'est un plus, évidemment, c'est même l'issue, mais ce n'est aujourd'hui qu'un plus dans l'arsenal qu'il ne faut surtout pas perdre de vue par rapport aux autres gestes barrières. Alors, ces nouveaux variants, ils soulèvent un autre débat, c'est celui sur l'efficacité des masques. On en porte tous, alors ils sont un peu différents. Vous n'avez pas tous le même masque. Il y en a peut-être qui seront plus autorisés avec les nouveaux variants. Celui que vous avez, docteur Pariente ? Je ne sais pas. Là encore, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que masque plutôt que pas de masque, ça c'est certain. Est-ce qu'après, il va falloir imaginer des nouvelles protections ? Je crois que pour l'instant, toutes les études qui ont été réalisées sur les masques ont montré qu'indépendamment du type de masque, il y avait une efficacité sur la transmission. Donc voilà, continuez à vous masquer. Il n'y a pas de gastroentérite cet hiver. Ouais. Mais il faudra être réactif. Là, je m'adresse à l'ARS un peu plus qu'on ne l'a été au printemps par rapport si nous devons fournir des masques à la population et notamment aux plus fragiles, parce que le département s'est engagé à acheter des masques, a mis un budget parce qu'effectivement, on s'est retrouvé, ce n'est plus un secret pour personne, démunis.
au moment du début de l'épidémie en termes de masques au niveau national. Je ne parle pas au niveau local, monsieur le directeur. Au niveau mondial même. Au niveau mondial. Alors, mais surtout quand même, surtout au niveau national quand même. Bon, ceci dit, aujourd'hui on a réagi, mais on commence à parler de FFP2, etc. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que tous les gens ne vont pas pouvoir se balader dans la rue avec des masques FFP2. C'est le masque chirurgical, les fameux masques qui sont réservés aux médecins. Oui. Voilà. Plus que chirurgical. Voilà. C'est plus que chirurgical. C'est celui que vous avez, c'est chirurgical. Ça, c'est chirurgical. Voilà. Donc il faut anticiper, parce que si en effet les masques tissus, en tout cas un certain nombre de masques tissus sont plus efficaces vis-à-vis de ces variants, il faudra faire attention à ce que les populations soient dotées des masques adéquats. Pour l'instant, ce qui ressort, c'est qu'il y a une différence entre les masques tissus homologués, comme vous avez, et puis les masques tissus, on va dire, artisanaux, que les gens pouvaient se fabriquer eux-mêmes ou que des gens fabriquaient. Voilà. Aujourd'hui, on est sur les masques chirurgicaux, je pense, à 95%, et sur le masque tissu homologué à 90%. Après, encore faut-il surtout la façon dont on s'en sert. C'est-à-dire un masque tissu lavé régulièrement ou un masque chirurgical qu'on met pendant une semaine sans changer. Bon, évidemment, il vaut mieux le masque tissu qu'on lave chez soi. Donc, il y a l'utilisation des masques, c'est important. Avant de le toucher, il faut se laver les mains. Voilà. Donc, c'est le respect des. Mais c'est bien de rappeler le respect des gestes barrières, parce que on se rend compte que ça diminue un peu le respect de ces gestes barrières, parce que tout simplement les gens en ont marre, hein. On en a tous marre d'avoir des masques. On commence même à avoir des gens qui ont le nez irrité, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais avec le masque des fois et les frottements, on commence à avoir des gens qui ont le nez irrité. Les distances de sécurité, c'est un peu plus compliqué, parce que aussi on en a un peu marre. Donc c'est important de rappeler que la première des protections, c'est de ne pas attraper le virus, et que les gestes barrières protègent. Vous l'avez très bien dit, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de gastro-entérite, donc c'est que ça marche. Mais le Covid est vraiment un pouvoir contaminant extrêmement important, donc il faut vraiment respecter ces gestes barrières. Vous constatez, vous, l'élu que vous êtes avec les Libournais, que les gens lèvent un peu le pied, qu'il y a moins, on se protège un peu moins avec les masques, avec la distanciation sociale? Non, je le constate pas. Je constate au contraire, globalement, une très grande discipline Oui, parce que c'est ce qu'on a dit, finalement, au fond, que les Français étaient très disciplinés. Ils sont très disciplinés. On l'a vu pour les fêtes de fin d'année. On s'attendait à du grand n'importe quoi. On avait connu le grand n'importe quoi cet été, notamment sur nos côtes atlantiques, sur le bassin d'Arcachon par exemple, qui a généré beaucoup de clusters, et ce qui avait d'ailleurs fragilisé la situation girondine à la rentrée septembre-octobre. Pour les fêtes de fin d'année, ça a été d'une très grande discipline. Et moi, à Libourne, je constate bien sûr quelques personnes qui veulent se distinguer, mais enfin c'est vraiment mineur. Au contraire, je trouve qu'il y a une population qui considère que ce qu'on nous dit, on doit le faire. On n'est pas en Israël, on n'est pas en Russie, mais enfin, on accepte à partir du moment où on comprend. Et l'important, c'est qu'on comprenne et qu'on ne soit pas dans une stratégie de stop and go, c'est-à-dire que l'information de la veille n'est jamais bonne le lendemain. Et que, donc, c'est un enjeu de communication et d'organisation et de discipline. Toute personne contaminée est une personne qui, à un moment donné, n'a pas respecté les gestes barrières. C'est ce qu'a dit le président de la République. C'est ce qu'a dit le président de la République. Bien sûr, mais ça reste à démontrer. Moi, je voudrais juste, sans alourdir le débat sur les masques, je voudrais juste le redire. Il va se poser ce débat très très vite. Là, on commence déjà à le voir. Il se pose déjà. En Bavière, par exemple, on impose les commence masques à se poser. Et le problème FFP2 que l'on a dans les lieux publics, en tout cas, ce que nous constatons, c'est que les familles précaires sont les plus touchés, comme par hasard, par la Covid, ce n'est pas surprenant, mais en plus, en termes de masques, c'est un coût, c'est un budget. On parle des enfants qui, dès l'âge de 6 ans, ont des masques, et la plupart, ils ont des masques, vous parliez des masques tout à l'heure, tissus, qui sont des masques artisanaux, parce qu'ils font avec leurs moyens. Donc c'est le couturier du coin qui a fait des masques, etc., qui ne sont absolument pas efficaces vis-à-vis du variant anglais, et pourtant, ces gens-là, ils ont ces masques-là. Donc moi, je pense qu'il faut anticiper, je le redis, si nous devons protéger les Français, c'est quand même le rôle de l'État avant tout, et pas le rôle des collectivités territoriales dans ce cadre-là, même si nous y contribuons, il faut que les masques ils soient adaptés, notamment pour les enfants, parce que va se poser la question des enfants. Là, aujourd'hui, on voit bien, et vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a une recrudescence de l'épidémie chez les jeunes. Dans les écoles, notamment, on voit un certain nombre d'écoles qui sont touchées, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines de ça. Oui, mais pas plus que les précédents pics. Plus que les précédents pics de certes, l'épidémie. Mais bon. Par rapport à la question que vous posez, aujourd'hui,
on n'a pas d'éléments qui nous démontrent que le variant est là. On n'a pas d'éléments qui nous démontrent aussi que ça n'est pas le variant qui fait le pic épidémique. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse ni d'un côté ni de l'autre, mais bon, avec le temps, on va finir par avoir la réponse. Ouais. Mais alors, Dr Reynaud disait que les enfants étaient des transmetteurs aujourd'hui et qu'il y a des clusters dans les écoles. Est-ce que, alors ce débat sur la vaccination des enfants est ouvert, vous en parliez il y a un instant. Il n'y a pas eu d'essai d'ailleurs là, sur ces populations, sur les Parienté. Sur les populations pédiatriques, non. Les essais pour le vaccin Pfizer ont inclus des gens jusqu'à 12 ans. Les plus jeunes avaient 12 ans. Il n'est pas recommandé chez les moins de 16 ans, tout simplement parce que pour les patients qui étaient inclus, ou pour les sujets même, parce qu'ils n'étaient pas malades, qui étaient inclus dans ces essais entre 12 et 16 ans, il y a eu, que ce soit dans les bras vaccinaux ou dans les bras placebo, aucun événement de contamination. Et du coup, on n'est pas capable de savoir si le vaccin est correctement efficace chez eux. En tout cas, sur les données de ces essais-là. Donc, il faudra des données complémentaires. Après, je reviens sur le... Mais ils peuvent être contaminants, c'est la question. On ne sait pas. Non. C'est moins Donc, il n'y a pas de débat bien établi. C'est pas qu'il n'y a pas de débat, mais pour revenir par contre sur l'augmentation des cas et des clusters dans les écoles, il y a des augmentations des cas et des clusters partout. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'augmentation des cas et des clusters dans les écoles, même si c'est dans une mesure beaucoup moindre. Donc effectivement... Pour répondre à votre question, pour que ça fonctionne bien, dans la fameuse logistique, chacun doit avoir son rôle. C'est-à-dire que d'abord, et vous l'avez dit, il y a les sachants. Donc il y a les autorités scientifiques qui doivent, à partir d'études, et pas à partir de sensations, de sentiments ou de ce qui se dit à droite à gauche... Oui, mais on entend les médecins parler de la vaccination. Non, mais il y a les médecins et il y a les autorités scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a les médecins et les chercheurs. Il faut aussi un peu distinguer. Chaque médecin, moi je suis médecin, je peux avoir mon avis. Mais j'ai beau être médecin, je ne suis pas sachant parce que je ne passe pas mes journées à regarder les recommandations scientifiques et les études scientifiques internationales, et je suis médecin de santé publique, je ne suis pas virologue, etc. Donc il y a des sachants qui sont des scientifiques, qui étudient les travaux de recherche, qui font des recherches, c'est eux qui vont devoir nous dire un certain nombre de données, et une fois qu'on aura ces données avec la réponse aux questions que vous posez, c'est-à-dire est-ce que les enfants transmettent plus, moins, est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'avec les variants ils font des formes graves, ils font pas de formes graves, une fois qu'on aura les réponses à ces questions, les scientifiques vont pouvoir donner les réponses et le politique pourra prendre les décisions. Mais on doit faire dans l'ordre, et donc d'abord c'est les scientifiques qui doivent, avec les études disponibles, donner les éléments qui permettent aux politiques de décider, et après, nous, avec les collectivités, d'appliquer les politiques qui sont décidées. Il a quand même été décidé d'un renforcement du protocole sanitaire dans les écoles, tout de même, là. Tout récemment, là. On parle de l'actuellement, on ne parle pas de dernier pic. Hein. Il y a un renforcement, parce qu'il est clair que le jour, je parle sous le contrôle du professeur Parienté, on ne séquence quasiment pas en France. On est d'accord. Jusqu'à présent, les variants, on ne les trouvait pas parce qu'on ne les cherchait pas. Maintenant, on les cherche. C'était pas notre culture. On commence à s'y mettre. Il est clair aujourd'hui que ce que font remonter les médecins, alors je suis d'accord avec vous, on a de terrain, c'est que lorsque dans une classe, et j'insiste là-dessus, qu'il soit collège ou école, 1 ou 2 enfants sont Covid+, on se rend compte que très vite, il y a 5, 6, 7 cas dans la même classe ou dans la même école qui n'avaient pas au préalable. Je répète, préalablement, ce n'était pas ça. Il est en train de se passer quelque chose. Vous avez raison, hein, il y a la perception et le factuel, mais quand même, interrogeons-nous là-dessus et ne soyons pas pris de court, anticipons, parce que les protocoles, ils ont été renforcés par le ministre. Hein. C'est pour ça, mais ils ont été renforcés parce que, vous le disiez, donc par hasard. L'État apprend. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait l'État au début ? Confinement total, généralisé de tout le monde. Et puis, l'État apprend et s'est dit, en fait, tout confiner, tout le temps, partout, empêcher toute rencontre, en fait, il y a des endroits où on contamine plus que d'autres. Et donc, à un moment, on s'est dit, on va faire des couvre-feux et puis on va renforcer des mesures sanitaires dans certains endroits, voire interdire certaines pratiques, notamment toutes les pratiques sans masque, qu'on fasse du sport sans masque, qu'on aille au restaurant sans masque, parce qu'on a vu que là, il y avait plus de contamination. Et donc, aujourd'hui, on adapte les protocoles sanitaires à ce qu'on sait des lieux où ça peut contaminer. Donc, peut-être que sans les variants, on aurait aussi renforcé les protocoles sanitaires à l'école. C'est possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on apprend, on identifie de mieux en mieux là où le virus circule beaucoup et là où ça se transmet, en essayant de bloquer au minimum, parce que je rejoins sur ce que vous disiez quand même, on parle de santé, on parle de l'économie. Moi, comme je le rappelle toujours, l'économie de la santé, c'est-à-dire la moyen de financer la santé et que tout le monde puisse avoir des soins, dépend de la santé de l'économie. Il faut bien s'en rendre compte aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la santé et de l'autre côté l'économie, et c'est un responsable de la santé qui vous le dit, les deux sont extrêmement importants. S'il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de santé. Il faut qu'on soit tous très clairs avec ça, d'où les décisions
extrêmement compliqué, hein. Confinement, pas confinement, etc. C'est extrêmement compliqué parce qu'il faut juger ces deux aspects du problème. Alors justement, vous parliez confinement, reconfinement. Est-ce qu'on peut craindre un reconfinement? Certains pays l'ont déjà fait. Je crois que les modélisations de l'Institut Pasteur prévoient une troisième vague si on ne fait rien de plus, si on ne change pas. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle période de confinement? Aujourd'hui, vous savez, ce qui a amené le confinement, c'est la saturation des hôpitaux. C'est-à-dire que le jour où les hôpitaux sont saturés... Justement, on est où là? Parce que les taux dans les hôpitaux sont... Aujourd'hui, dans la région, on commence à sentir, là, et c'est ça qui est inquiétant, on commence à sentir que ça commence à être saturé. On a certains départements où les réanimations étaient saturées. On a dû faire des transferts entre départements de réanimation. Alors, au niveau de la région, on a encore des marges, mais ça augmente dangereusement. Et donc, si jamais, avec le couvre-feu, on n'arrive pas à stopper l'augmentation de l'épidémie et maintenir nos capacités d'hospitalisation, si à la fin les hospitalisations sont saturées, avec le risque de ne plus pouvoir soigner les autres patients, parce qu'il n'y a pas que le Covid, il y a des cancers, il y a des accidents, il y a tout ça, eh bien, il faudra réfléchir à quelles mesures il faut mettre en place au bénéfice de la population. Le choix se fait toujours en fonction du bénéfice global de la population. Donc, on peut craindre une autre période de confinement. On espère que le couvre-feu, à 18h, va apporter les effets suffisants pour l'éviter. Ouais. Si ce n'est pas le cas, il faudra resserrer les teintes. Les Français sont un peu exaspérés, vous les voyez tous les jours, vous, dans votre mairie. Philippe Buisson, un confinement, un troisième confinement, ce serait dur. Oui, bien sûr, ça serait dur. Mais ils préfèrent le couvre-feu au confinement. Donc, ils ont plutôt accepté la décision de respecter un couvre-feu à 18h, ce qui quand même autorise certaines libertés et surtout ne casse pas grandement la vie économique du pays. Donc, je crois que les Français, ils sont comme moi. Ils vont, je le redis, ils vont faire ce qu'on va nous dire de faire. On a découvert dans cette pandémie des stars, des nouvelles stars de la télé, ce sont des médecins. Il y en a trois, c'est pour ça que parfois moi je me tais. Parce souvent que sur les plateaux. Non, et souvent, entre eux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ils ne disaient pas la même chose. Moi, vous savez, je ne suis pas forcément plus humble qu'un autre, mais enfin, quand je regarde un match de foot, je fais confiance aux sélectionneurs de l'équipe de France, par exemple. Hein, même si on est un pays de 75 millions de l'équipe de France. Bon, bien, on ne peut pas être 75 millions de sachants, 75 millions de virologues. Donc, les Français, désormais, ils ont compris qu'il y avait un espoir, c'était le vaccin. La porte de sortie, c'est le vaccin, on est tous d'accord. Le bout du tunnel s'éloigne un peu de temps en temps parce qu'il y a des variants, il y a un manque de vaccins de Pfizer, parfois ils se rapprochent parce qu'il y a des centres de vaccination qui s'ouvrent sur le terrain. Et ça donne à voir quand même, y compris très concrètement sur des territoires hors métropolitains, par exemple, que les choses bougent aussi sur ces territoires-là. Donc c'est important d'avoir ouvert ces centres de vaccination de manière décentralisée. Et puis, ils sont très disciplinés. Mais ils en ont marre, mais ils comprennent que ça faute à personne. Donc, ils ont compris que c'était l'ordonnancement et la méthode qui allait nous garantir d'en sortir le plus rapidement possible. Et les doses de vaccin. À partir du moment où tout le monde ne disait pas tout et n'importe quoi et on n'était pas à la recherche du buzz permanent. Ça vaut pour les médecins, ça vaut aussi par ceux qui nous gouvernent, par Moi, je comprends que le président de la République ait fermé le banc en disant il y aura 2-3 ministres qui ont le droit de parler de la vaccination et pas tout le monde, parce qu'on avait des ministres qui se contredisaient dans les matinales des radios, des télés, dans la même heure. Ça c'est insupportable. Qu'on nous dise une bonne fois pour toutes qu'il en est. À la compréhension et à l'acceptation qu'on peut avoir justement de la... Ça, c'était un point fort de la région, c'est que dans la région, entre les médecins, les autorités de l'État, préfecture ou ARS, les élus, les collectivités et les médias, dans la région... Ça n'a pas été tout le cas de toutes les régions. On a plutôt eu un discours homogène vis-à-vis de la population. Et je pense que ça, c'était une grande force de la région. Et peut-être ça nous a aidé à être un petit peu épargnés par rapport aux autres régions. Mais en tout cas, je trouve qu'il faut le souligner. Pour faire ce moule. Exactement. On peut se disputer des fois de temps en temps. Hein, mais quand il s'agit de protéger notre population, on arrive à se mettre d'accord dans leur intérêt.
Alors, oui, vous voulez rajouter quelque chose, mais tout le monde semble d'accord pour dire qu'au fond, maintenant, la porte de sortie, c'est le vaccin, et qu'il y a une adhésion maintenant des Français pour se faire vacciner. Donc, il faut qu'il y ait évidemment les doses en face pour le faire. Si on se projette d'une façon optimiste, vous diriez qu'on peut sortir de cette situation de crise au printemps Les objectifs du gouvernement, c'était 1 million de vaccinations d'ici la fin du mois de janvier. On va les dépasser largement. Et 4-5 millions fin février, ça fait beaucoup. Non, je pense que c'est possible. On l'a dit, si on a les doses, on a largement les capacités. Plus que ça, tous les élus nous disent on est prêt. Donc, on n'a pas les doses. Il n'y a pas de problème. L'autre objectif du gouvernement, c'était 17 millions de vaccinations d'ici l'été. Donc je pense qu'à 17 millions de vaccinations, on a vraiment touché largement les publics fragiles et les professionnels de santé pour les préserver. Et parce qu'on a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est déjà, si on évite les formes graves, on stoppe la mortalité, on stoppe la saturation des hôpitaux, et même si l'épidémie continue, c'est une épidémie de grippe comme les autres, et on peut continuer la vie économique. Et la deuxième étape, c'est l'éradication de la maladie, avec la vaccination de 60% de masse, qui permet d'éradiquer complètement la maladie. Donc ça, c'est un deuxième objectif. Je pense... En tout cas, c'est l'objectif qu'avec l'été, on a eu ce premier phénomène l'été dernier, l'été a l'air d'affaiblir un peu le virus, et cet été, c'était un peu plus calme. Donc je pense qu'avec 17 millions de vaccins, on pourrait au moins sortir pour septembre prochain, donc la 4e vague. On n'aurait pas de 4e vague qui nous obligerait à prendre On n'aurait pas arrêté le virus, mais on aurait arrêté les formes graves qui causent et la mortalité et la saturation des hôpitaux. Il faut qu'on fasse le Tour de France en juillet. Ah oui, ça c'est le passe à Libourne. Donc moi je l'organise pour juillet le Tour de France. Il a eu lieu le Tour de France. Oui, en septembre. Donc, non, mais il a eu lieu en septembre. Donc on peut espérer que malgré tout ça. Vous partagez l'optimisme du directeur de l'ARS? Oui, non, parce que 17 millions, si je compte bien, ça fait à peine un quart de la population. Ça fait, donc, je parlais tout à l'heure de 60%, donc on sera loin de l'immunité collective. Après, vous avez raison, on embolisera peut-être moins les services hospitaliers, il faut espérer. Mais néanmoins, l'épidémie va continuer, le virus continuera à se propager et donc le risque qu'il mute continuera à exister. C'est ça, en fait, l'inquiétude. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être obligé, on le sait, on l'imagine, de revacciner avec une nouvelle formulation de vaccin de façon récurrente. Voilà. Mais si ça devient comme la grippe qui mute chaque année, oui, bien sûr. Le problème de ce virus, c'est pas sa mutation, c'est sa mortalité et sa capacité à faire beaucoup de formes graves. Si on arrive à éradiquer ça, un nouveau vaccin qui n'est pas aujourd'hui. Oui, ça veut dire qu'on n'est pas au bout, on n'est pas encore aux 60% d'immunisés. C'est ce que je veux dire. Parce qu'on va recommencer. Il y a vraiment 2 étapes. D'où l'intérêt d'aller très vite pour vacciner. Et voilà, il y a 2 étapes. L'éradication, ça c'est l'étape finale, mais il y a déjà une première étape qui est plein d'espoir, qui est l'arrêt des formes graves, qui permet d'arrêter les contraintes que l'on vit tous les jours. On est la fin, M. Parien. Vous êtes aussi optimiste que votre confrère de l'ARS? Bien sûr. Déjà, le vrai optimisme, c'est moi, mais le vrai optimisme, c'est que les vaccins sont disponibles, qu'effectivement, on pourrait vouloir avoir plus de doses, mais que les gens pourraient être réticents, il pourrait y avoir encore moins de doses, il pourrait y avoir pas de vaccin, et qu'à ce moment-là, on serait tous beaucoup moins optimistes. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut conclure. Ouais. En tous les cas, vous avez été tous consensuels pour plaider pour le vaccin. Je pense que ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, ont bien compris qu'il fallait se vacciner, que c'était au fond l'issue pour sortir de cette crise. C'est en tous les cas ce que vous avez plaidé tous les 4. Merci de votre analyse, merci de votre participation. Restez fidèles au débat. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débat, même lieu, même heure. Merci beaucoup.